Bonsoir à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Grâce à Midreshet Yehuda Manitou, on est avec Dr Eliezer Charodotsky pour encore une nouvelle analyse. Ça y est, c'est fini Oslo. Il a arrêté de nous parler d'Oslo. Ou peut-être pas, on verra. En tous les cas, Eliezer, tu vas nous parler ce soir diagnostic d'une victoire en cours et je suis sûr que ce sera toujours avec beaucoup d'optimisme. Bechavod. תודה, תודה, יועד, ממש. Oui, on a, non, vous vous rendez compte, on n'a pas le temps de faire ici des grandes séries de conférences. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des événements qui interrompent. La Hashgacha, elle nous laisse pas suivre notre parcours, celui qu'on a planifié, mais elle a des plans bien à elle. Et Baruch Hashem, c'est à nous de suivre. Le diagnostic d'une victoire en route. Et je pense que tant le début que la fin de la phrase, il est important. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de réserves quant à ce qui se passe. Je dois dire que j'ai rarement euh, vu qu'un même événement soulève au sein du même public, au sein du même camp religieux, droite, admettons, des réactions aussi opposées. L'accord qu'on appelle Trump sur le cessez-le-feu à Gaza et avec toutes les suites, avec la libération des 20 otages en vie, Baruch Hashem, eh bien, ça éveille des réactions tout à fait, mais aux antipodes. C'est-à-dire, vous voyez d'un côté le Rav Cher des généraux du mouvement des bitronistes, c'est-à-dire des gens qui parlent, qui ne sont pas des généraux pour la paix, entre guillemets, mais véritablement des généraux pour un Israël fort, une réforme dans l'armée, un changement du paradigme de la conception, etc. Euh, des journalistes comme Chagai ou comme Amit Segal, oui, une famille de journalistes déjà voilà 2 générations, d'un côté qui voit ça d'un œil très positif, euh, tant du point de vue pratique, politique, géopolitique de la raison d'État, que du point de vue prophétique, messianique. Et d'un autre côté, vous voyez des députés de la droite du Likoud qui boycottent le discours de Trump, Chaver Knesset Amit Halevi, des journalistes qui mettent en pièces cet accord, des journalistes très sérieux comme le rédacteur en chef du Makor Rishon, Kalman Lipskind, et toutes ces personnes, ils ont des arguments très forts et ils parlent d'un même événement. Et puis, il y a un troisième facteur qui, je pense, est très important et qu'on ne peut pas ignorer. C'est les liesses populaires. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais c'était quelque chose de très, 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 très rare. Depuis des années, j'ose dire depuis des décennies, ça n'est plus arrivé. Que des gens de tous bords descendent spontanément dans la rue, sur les places, et commencent à danser. Et vous voyez des réactions sur les réseaux et la toile, etc., etc. Et, et des gens qui jusque-là étaient dans des manifs de deux côtés, eh bien là, non, ils sont ensemble à se réjouir, à véritablement des liesses populaires que très, très, très rares en Israël. Euh, et je pense que ça mérite une explication. Alors, je voudrais essayer d'expliquer ça sur plusieurs plans. D'abord, un premier plan géopolitique, on pourrait dire superficiel, mais à la surface, pas superficiel, mais à la surface.
Un deuxième plan, avec une perspective historique plus profonde. Et un troisième plan qu'on verra. Je commence par le premier plan. Comme l'a écrit Chagai Segal dans Makor Rishon, eh bien, le peuple a obtenu l'essentiel de ce qu'il voulait. Donc, c'est une victoire. Je rappelle le titre, Ken. Diagnostic d'une victoire en route. Alors, on parle d'abord d'une victoire, et puis ensuite, on va parler de route, et on va parler de différents niveaux. Premier niveau de la victoire, c'est que le peuple a obtenu les trois choses essentielles qu'il voulait. La libération des otages en vie, la conservation du périmètre autour de Gaza, où de fait on domine sur plus de 2/3 des territoires de la bande de Gaza. Troisième chose, le corridor de Philadelphie, le couloir de Philadelphie, la frontière Gaza-Égypte, qui était le principal tuyau d'approvisionnement en armes et autres choses essentielles pour mener la guerre contre Israël et les pogroms, etc., pour armer le Hamas, eh bien, tous ces éléments, on les a maintenus, on les a sauvegardés. Et ce, contre toute attente, parce que jusque-là, on nous proposait soit l'un, soit l'autre. Vous voulez les otages, rendez-nous tous les territoires, quittez tous les territoires. Vous ne quittez pas les territoires, vous continuez la guerre. Alors les otages restent chez nous. Il y avait très peu de personnes qui osaient espérer qu'arriverait un moment, plus proche que lointain, où on pourrait garder tant l'emprise sur une majorité du territoire qui permet de garantir la sécurité d'Israël et de tous les Yishuvim autour de Gaza, et d'empêcher l'approvisionnement, le réapprovisionnement en armes de ces assassins, de cette population véritable assassine, et d'un autre côté, voir d'un coup tous les otages. On n'osait pas espérer ça. Et là, j'arrive à la deuxième explication aussi. C'est que il y avait ici un grand élément de surprise. Qu'on ait pu obtenir ces trois éléments avec tout le monde pratiquement, toute la planète contre nous, sauf les États-Unis, l'Argentine et l'Hongrie et quelques autres, et qu'on puisse obtenir ce que beaucoup n'osaient plus espérer. Au lieu du ou, qui était la seule chose, la seule proposition sur la table jusque-là, on a obtenu et les otages, et la sécurité, et les territoires, et en plus, si le Hamas se soustrait aux exigences de désarmement et de départ de Gaza, eh bien, la possibilité de recommencer la guerre et l'anéantir. On n'osait presque plus espérer une telle chose. Maintenant, je m'arrête sur le mot surprise. Parce que des surprises comme ça, on en a eu très peu dans ce dernier siècle. Première surprise, le 29 novembre 47.
le vote de l'ONU, qui a voté pour 2 États en Eretz Israël, dont l'un sera juif. On n'osait pas espérer un tel résultat. Nos émissaires et ceux qui nous soutenaient ont véritablement fait des miracles parmi les représentants des différentes nations aux Nations Unies, que ce soit l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, avec tellement de, etc. Pour finir, le vote a été positif. On est descendu en liesse dans les rues. La deuxième fois qu'on s'est arrivé, c'était à la deuxième surprise. C'était la surprise de la guerre des 6 jours. On n'attendait pas une telle victoire. On n'attendait pas, on s'attendait à des dizaines de milliers de morts. Nos adolescents étaient en train de creuser des tranchées à Jérusalem et à Tel Aviv. Les pompes funèbres commandaient des dizaines de milliers de tombes et désignaient transformaient les Ganei Yoshua et les stades de foot en futurs cimetières. Tout cela au mois de mai 67. Tout le monde nous a laissé tomber, tous nos alliés, la France, etc., avec les Américains, on n'était pas encore dans des relations aussi bonnes qu'aujourd'hui. Et puis tout d'un coup, 6 jours passés, et on se retrouve au bord du canal de Suez et dans Jérusalem réunifiée, libérée, dans toute la Judée-Samarie, les hauteurs du Golan, etc. Surprise invraisemblable. Et c'était la dernière bonne surprise de l'histoire d'Israël. Il y avait certes des surprises comme la libération des otages de NTB, avec des liesses, encore une fois, mais, et effectivement c'est comparable, mais là, il n'y avait que les otages. Et aujourd'hui, ce n'est pas que les otages. C'est une guerre sur 7 fronts, sans parler du front de la diaspora, qui est véritablement un 8e, sans parler du front de la guerre dans les médias, qui est aussi un front, le 9e, mais bon, laisse ça de côté. C'est la première fois qu'il y a une surprise d'un ordre de grandeur comparable à la suite de la guerre des 6 jours ou du vote du 29 novembre 1947. D'ailleurs, chose intéressante qu'il faut dire, c'est que après la guerre des 6 jours, la victoire était derrière nous. Et la joie, c'était une joie qui faisait suite à la victoire. Durant le vote du 29 novembre 1947, c'était une joie qui précédait la guerre, avec ces 2 étapes. Ça rappelle exactement ce qui s'est passé à Kippour, à Purim, à Purim. Les Juifs ont ressenti, les Juifs ont ressenti la joie et l'allégresse et l'honneur, etc., etc., avant de partir en bataille contre nos ennemis. Et donc là, c'est à vous de dire à quoi est plus comparable
la joie de la libération des otages et de la fin de cette étape de la guerre? Est-ce que c'est plus comparable à la joie d'après les guerres de 6 jours, ou c'est une joie après la victoire? Ou est-ce que c'est plus proche de la joie du 29 novembre 47, où c'était une joie où on nous a dit, vous avez le droit d'exister, vous avez le droit à votre État, le monde soutient l'établissement d'un État juif, mais le lendemain commence la guerre d'indépendance. Le 30 novembre 47 commence la guerre d'indépendance. Ces deux attentats à Tzomet Sirkin et près de Hadera, et le 2 novembre, le 2 décembre, c'est un attentat à Mamilla, à Jérusalem, commence la guerre d'indépendance et nous, on est fous de joie. Alors, je pense que là, on peut comparer ce qui se passe à la fois à 47 et à 67. Dites-moi ce que vous en pensez, mais peut-être qu'il y a ici des réponses même, je ne sais pas, attendez. Il faudra parler des drones regarde, qui apportent des âmes sans se faire nakhon. Il y a beaucoup de choses. Ouais. On gagne les guerres, mais pas vraiment la paix. OK, mais c'est-à-dire, oh, c'est une bonne chose. C'est-à-dire, vous dites, OK, victoire ou pas victoire, c'est pas la dernière. Nakhon. La paix n'est pas encore là et on est encore en route. Mais en tous les cas, on voit que il y a un esprit très positif qui est en train de s'emparer de nous. Et là, je voudrais comparer cela à un autre événement où c'était aussi une surprise. Il y avait d'autres surprises dans l'histoire d'Israël. La surprise de la guerre de Kippour. Le 6 octobre 73. Une mauvaise surprise. Une mauvaise surprise. Et pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il me semble qu'il faut véritablement, là on passe au deuxième niveau, un niveau plus historique. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut prendre la perspective. Et la meilleure perspective qu'on puisse prendre, à mon sens, c'est la guerre de Yom Kippour. Pas seulement parce qu'elle a commencé presque le même jour, calendrier commun, mais parce que elle a commencé véritablement comme quelque chose auquel on ne s'attendait pas. On était surpris au nord, on était surpris au sud, on était surpris au niveau du renseignement. Mais là, il faut faire un pas de plus en avant pour voir, OK, on était surpris, mais 19 jours après, qu'est-ce qui s'est passé? 19 jours après le début de la guerre, eh bien, si on regarde la guerre de Kippour en termes objectifs, en termes uniquement géopolitiques, c'était une victoire sans précédent. C'était véritablement une victoire sans précédent. Pourquoi? Parce qu'on était pris au dépourvu sur deux fronts, par deux armées surarmées et surpréparées par des conseillers soviétiques avec des meilleures armes soviétiques, les chars, les avions, les missiles sol-air, etc., anti-aériens. Et pourtant, après un début très difficile, 3 jours après, on renversait complètement la
la guerre et ont remporté une victoire sans précédent, en élargissant encore plus nos frontières, à peine 30 km de Damas et 101 du Caire, encerclant une armée égyptienne entière. Les Égyptiens, les Syriens, tout le monde part en débandade, en cacahuètes, etc., etc. Bon, objectivement, c'est une victoire, n'est-ce pas? Et pourtant, après cette victoire, en Israël, commence le temps de la litanie, le temps des pleurs, le temps du défaitisme. Vous demandez aux Israéliens qui ont plus de 50 ans, 60 ans, votre première association au mot guerre de Yom Kippour, débâcle, merdal, fiasco, perte de foi dans nos dirigeants, Golda Meir, je ne veux pas en entendre parler, Moshe Dayan, Oy Vey, David Elazar, un chef d'état-major qui ne savait pas préparer son armée, etc., etc. Trop de morts en vain, près de 2500 morts, 292 otages torturés, mutilés en Égypte et en Syrie. Tout cela aurait pu être vérité, tout cela aurait pu être évité immédiatement après la guerre. Qu'est-ce qui commence? Le début des grands mouvements de protestation. Ça commence en face de la chancellerie du Premier ministre avec le commandement de l'une des bases, la seule à vrai dire qui a tenu le long de Suez, la base du nom de Budapest, son commandant qui s'appelait Lior Ashkenazi, si je m'appelle Lior, qui commence une manifestation lui seul. Et ensuite, il est rejoint par plusieurs. Golda Meir démissionne. Moshe Dayan démissionne, etc. Et tout le monde doit démissionner. Commence un mouvement de protestation monstre et qui fait boule de neige. Vous regardez quelles sont les lettres qui sont adressées au gouvernement après la guerre, c'est des lettres très cruelles. D'autant plus que c'est pas comme aujourd'hui, les parents ne recevaient pas des informations dans l'immédiat sur leurs proches qui étaient au front. Mamash là, c'est-à-dire qu'ils étaient là, leur fils, leur mari, il était parti au Ramat Golan et on ne sait pas ce qui se passe. Pendant des mois, on ne sait pas ce qui se passe. C'est pas comme aujourd'hui, au Chas Veshalom, il y a un soldat qui tombe et immédiatement, dans les heures qui suivent, dans la journée qui suit, les parents sont informés et il n'y a plus de doute. C'est très, très, très douloureux, mais on sait ce qui se passe. À l'époque, les gens ne savaient pas ce qui se passe. Qui est prisonnier et qui est blessé et qui est disparu, on ne sait pas. Et du moment que les informations commencent à arriver, eh bien, la douleur s'amplifie et puis ça devient petit à petit un traumatisme national où on comprend l'ampleur de ce qui est arrivé. Et nous avons l'habitude des victoires comme la guerre des 6 jours et comme l'opération Kadesh à Suez.
où on prend le Sinaï en quelques jours avec des pertes de 100, 200 combattants. La guerre des 6 jours, c'est un peu moins de 800 tombés, mais bon, c'est beaucoup. Mais regardez le résultat. Et puis là, on a perdu près de 2500 soldats. Et, et quoi? Bon, on est resté plus ou moins dans les mêmes frontières. Euh, et, et là, si on compare cela à nos jours, on voit toutes les différences. À Kippour, avant la guerre, on se préparait pour les élections. Golda Meir était en passe de remporter une autre victoire, une victoire de plus. On avait confiance dans nos généraux, on avait confiance dans nos armées. Certes, il y avait le terrorisme. Certes, il y avait des attaques du côté syrien. On venait juste d'abattre une douzaine d'avions syriens au-dessus du Ramat Golan. Mais en fait, on était assez unis. On se sentait assez en sécurité après la guerre des 6 jours. On avait depuis longtemps quitté les frontières d'Auschwitz. Euh, et bon, il y avait certes des problèmes d'économie, de chômage, etc., mais c'était des problèmes d'ordre routinier presque. Il y avait une alia qui commençait de l'Union soviétique. L'Union soviétique, à ce niveau, était en train de fléchir. Et puis après la guerre, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la perte de confiance, la perte d'espoir. C'était l'une des chansons les plus populaires d'après la guerre, c'était Kol Olam Negdeinu, tout le monde est contre nous, le monde entier est contre nous. Ou vous nous avez promis la paix, une branche d'olivier, et regardez ce qui arrive. C'était des chansons aussi d'une ordre de plus de kina, de pleurs et de litanie que quelque chose de joyeux. Il y avait une commission d'enquête qui était nommée la commission à Granat. On était à la recherche de coupables, même pas de responsables, mais de coupables. Et quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, on voit que la veille de la guerre, avant le 7 octobre 2023, il y avait plein de mouvements de protestation. L'État était en ébullition de protestation contre la réforme, contre le gouvernement, contre la réforme judiciaire, contre telle ou telle mesure, contre les élections, contre. Des manifs monstres. Une désunion, j'ose pas dire sans précédent, mais qui était très très rare, avec le paroxysme du Yom Kippour de 2023 sur la place centrale à Dizengoff à Tel Aviv, avec ce dernier, comment dire,
rempart où le peuple d'Israël s'unissait d'année en année, malgré toutes nos controverses, on s'unissait toujours autour de Yom Kippour. Et là, on voit que même Yom Kippour, c'est une pierre de discorde. Des dizaines de milliers de Juifs quittaient le pays. Au niveau territorial, on se rétrécissait aussi. On perdait des terres dans le Negev, on perdait des terres dans Judée-Samarie, en Galilée. On ne le sentait pas trop parce qu'on était tellement préoccupés par nos discordes d'un côté et un niveau de vie assez élevé quand même, qu'on n'avait pas le temps de regarder ailleurs. Ça, c'était avant octobre 2023. Et après, vous regardez, on l'a vu, après, c'était une réunification sans précédent depuis des générations, depuis la guerre de Kippour, il n'y avait pas une telle mobilisation. À tous les niveaux, droite, gauche, religieux, pas religieux. Et là, il faut dire que quand même, les religieux et les mitachalim et les yishuvim, ils étaient en nombre, vraiment en nombre, et avec un poids. Mais c'était une mobilisation à tous les niveaux, tant des soldats que de la société civile, avec un volontariat partout où il faut aider, on est là. Et tout d'un coup, le mouvement de protestation, il se baisse, il revient à ses proportions naturelles. Contrairement à 73, où tout le monde demandait une commission d'enquête immédiatement, tout le monde à la porte. Là, oui, certes, il y a des gens qui demandent, mais ce n'est pas les masses populaires. C'est surtout les élites, c'est surtout l'opposition, c'est surtout des personnes de ce qu'on pourrait appeler la vieille garde, qui ont l'habitude de parler en termes de commission d'enquête. Le peuple, non, ça l'intéresse beaucoup moins. Je reviens à la mobilisation populaire d'après etc. Je vous ai juste cité un rav avec lequel j'ai eu la chance de travailler, le rav Yosef Tzvi. C'est une autorité assez connue en Israël. Il est rav de Gush Etzion. Il écrit, il publie des livres. C'est lui qui a monté à l'époque Ta'asukatif, qui a trouvé du travail pour tous les expulsés de Gush Katif. Il fait énormément de choses. Et puis, naturellement, il a des contacts avec des personnes qui sont dans le Mossad, dans les services de sécurité, etc. Et puis, il y a des personnes qui ont dit, écoutez, qui sont venues le voir. Ils ont dit, vous savez, on a des unités de mesure de niveau de morale, pas moralité, mais morale. Est-ce qu'ils ont morale élevée ou bien morale très bas de nos ennemis? On le mesure chez le Hamas, chez Hezbollah, etc., etc. Et puis, on a vu qu'effectivement, c'était un moral très élevé
très élevé pendant qu'en Israël, on était en train de s'entrégorger. Ils pensaient qu'Israël était presque à leur merci, etc. Ils attendaient juste le bon moment pour nous attaquer. Et puis, quand est-ce que ce moral a commencé à dégringoler, mais véritablement a pris un coup invraisemblable? À quelle date? Lorsque j'ai entendu ça, j'étais aussi sidéré. Il a pris un coup fatal le 7 octobre. Oui, oui, le 7 octobre, le jour même du méga pogrom, du plus grand acte terroriste de l'humanité autour de Gaza, c'était le jour où nos ennemis ont perdu foi. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendaient à une toute autre réaction de la population en Israël. Et quand ils ont vu Israël se mobiliser comme un seul homme face à l'ennemi, eh bien, Hezbollah, il n'attaque plus. Et tout le monde comprend que, hop là, on a miscalculé. On n'a pas fait les bons calculs. Et là, on voit que il y a une très grande différence par rapport à Yom Kippour. Parce que, alors qu'à Yom Kippour, après la guerre, malgré la victoire, c'est une litanie qui signifie perte de foi dans l'armée, dans la classe politique, dans notre capacité à aboutir à la paix, enfin, et à la tranquillité. Et c'est un début de discorde qui va aller en progressant et de division, et beaucoup, beaucoup de division dans le peuple. Il y a aussi des choses positives, on va le voir après, mais je mets l'accent pour l'instant sur le négatif d'après la guerre de Kippour. Et là, après la guerre de Tkouma, la guerre de la Renaissance, c'est son dernier nom officiel, en tout cas, il y a un tout autre scénario qui se déroule. Il y a une reprise de foi dans notre peuple, une réunification. Tout d'un coup, on se regarde dans le miroir et on voit, ouais, on ne s'est jamais vu dans de telles couleurs. Tout d'un coup, on voit ce qu'on appelle le Ham Israël Ayafé. Le Ham Israël mobilisé, le Ham Israël d'entraide, le Ham Israël plein de dons de foi et de sacrifices de soi et de solidarité, etc., etc. Et puis, il y a une chanson qui obtient numéro 1 au hit parade et que ça fait plus d'un an qu'on n'arrête pas de la chanter. Au hit parade du Galgalat. Galgalat, ce n'est pas les religieux, ce n'est pas Kol Berama. Quelle est cette chanson? Non, vous connaissez tous. Eliatzur, non? ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, קדוש ברוך הוא אוהב אותי, etc., etc. C'est-à-dire, c'est une chanson que tout le monde écoute et que tout le monde chante. Et vous regardez, les religieux, les traditionalistes, les Sfaradim, les Ashkénazes, un peu moins, etc., les Chilonim, etc. Tout le monde chante cette chanson. Quel est le message de cette chanson? Attends, mais on est en pleine guerre, les amis. Et vous chantez Kadosh Baruch Hu, Ata Ohev Oti, etc., etc.
Bah ouais, bien sûr. Vous regardez le message des otages qui sont revenus. Ils disent, bah oui, en pleine sécurité, en pleine obscurité, je voyais plein de lumière. C'est qui dit ça? Je crois que c'est Omer Shem Tov. Ou bien, je ne me rappelle plus qui dit quoi, mais c'était des témoignages invraisemblables sur la force de leur foi et sur une gratitude invraisemblable à l'armée et au peuple euh, qui déborde, qui déborde. Et ça, on voit qu'on est véritablement dans un tout autre scénario. Euh, il y a comme un retour à une identité de base. On voit que toutes nos divisions, elles étaient superficielles et qu'en fait, nos ennemis nous ont attaqués en tant que juifs, pas en tant que tel ou tel membre de tel ou tel parti ou de telle ou telle synagogue ou pas synagogue, mais en tant que juifs. Euh, et on se revoit tel qu'on ne s'était pas vu jusque-là. Il y a union sur qui est ami et qui est ennemi. Il y a unité au sujet de où est le bien et où est le mal. Et on n'en a rien à faire de ce que le monde a à en dire. Du moment qu'on a la certitude de notre bon droit et de la justice de notre cause, eh bien, le monde, il peut dire ce qu'il veut. Et tout d'un coup, un État qui n'avait presque plus connu de héros pendant 50 ans, à quelques exceptions près, telles que Yoni Netanyahu, Roy Klein, euh, euh, Ilan Ramon, Himalaya. Je ne sais pas combien de décennies on a besoin pour écrire le récit de chacun de ces soldats, de chacun de ces combats, de chacune de ces unités et de chacun de ces miracles, certains visibles, comme en Iran ou avec le Hezbollah, d'autres beaucoup moins, d'autres beaucoup moins, mais qui se sont passés aussi en nombre à Gaza. Des miracles, vous lisez les livres sur ce qui se passe sur les combats à Gaza, l'un des termes les plus mentionnés dans ces livres, et je les lis, c'est le terme de Nes, miracle. Euh, il y a une quasi-unanimité contre un État palestinien, alors que il y a 2 ans à peine, 2 ans et demi, on était complètement partagé à ce sujet. Là, peu importe ce que disent certains pseudo-leaders internationaux, on n'en a rien à faire. On n'en a rien à faire. Il y aura pas 2 États à l'ouest du Jourdain. Euh, il y a, on voit en fait
je passe à un niveau, au troisième niveau. Il y a quelque chose qui change très, très profondément. Je me permets d'être un peu optimiste. Depuis Oslo, et même avant, on est dans une logique réactive par rapport aux Arabes. Dites que vous nous reconnaissez et on va vous donner des territoires. Dites que vous renoncez au terrorisme et on va vous donner encore plus d'autonomie et de territoire. Ah, et vous nous faites exploser, Tov, alors des attentats suicides, Tov, alors on va répondre. Mais du moment que vous nous dites que vous nous aimez, alors nous, on enterre la hache de guerre. On était dans une logique réactive, comme l'a défini Moshe Dayan, j'attends le coup de téléphone des Arabes. Et qu'est-ce que tu fais? J'attends. Tu es passif. J'attends quoi? Les actes des Arabes. Zéro. Et s'ils n'agissent pas, eh bien, on avait oublié ce que c'était d'être à l'offensive. Et puis tout d'un coup, là, quelque chose a changé. Qui a dit que c'est une victoire? Quand on a eu nos 20 otages, tout en restant à Gaza, etc., etc., qui a décidé que à ce moment, ça doit être considéré comme une victoire? Eh bien, c'est le peuple. C'est le peuple qui l'a décidé en descendant dans les rues. Celui qui a suivi, c'est Trump. Et regardez bien, contrairement à leur tradition, dans les rues de Gaza, personne ne dit qu'ils ont gagné. En Iran, ils ont continué à le dire. En Égypte, après 73, ils ont dit, oui, ben ils célèbrent jusqu'à aujourd'hui la victoire de la guerre de Kippour, qu'ils appellent Badr, l'opération Badr. Et là, tout d'un coup, c'est nous, on n'attend pas que les Arabes disent, oui, on a perdu, etc., etc. Non, c'est nous qui définissons. En 67, a passé à l'ONU le vote, la résolution 242 qui disait qu'il fallait que la formule de la paix, c'était de l'accord, c'était territoire en échange de la paix, d'accord? Et ensuite, c'était le paradigme qui, qui guidait toutes nos actions. Vous voulez avoir la paix? Donc, donnez des territoires à l'Égypte, à la Syrie, au Liban, à la Jordanie aussi, on le sait moins, mais oui, on a aussi donné des territoires à la Jordanie, à l'OLP et compagnie. Donc, ensuite, avec les accords d'Abraham, on a dit non, 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 c'est plus, c'est Zelo, Shtachim, Tmurat Shalom, c'est Shalom, Tmurat Shalom, c'est paix en échange de paix. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, on est de retour à la formule territoire en échange de paix, mais sous une toute autre forme. Ce que nous disent les Arabes, ils disent oi, 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 vous nous bombardez partout, vous êtes arrivés jusqu'à Doha, arrêtez, 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 arrêtez partout, on vous donne la paix.
on vous donne la normalisation. Avec l'Indonésie, avec peut-être l'Arabie Saoudite, avec peut-être la Syrie, etc., etc. Arrêtez, je sais, vous êtes devenus fous. On vous donne la paix pour que vous ne preniez pas davantage de territoire. C'est ça la logique, vous comprenez? C'est la paix en échange de cessez d'attaquer. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, l'opposition, encore plus que la coalition, elle appelle le gouvernement à reprendre la guerre et à anéantir le Hamas. Pas de revenir à la table de négociation, non, écoutez, ce qu'il demandait il y a quelques mois à peine. Allez, cessez, bon, il faut finir la guerre et compagnie, etc., pour avoir les otages. Là, on a les otages. Vous avez l'opposition qui dit non, 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 il faut aller en finir. Mazadavarase. Il faut les bombarder. Comprenez? Maintenant, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. À un niveau plus profond, je pense qu'il faut dire encore une chose. Je crois qu'on en a parlé plusieurs fois, mais toujours bon de le répéter. Je le dis et je passe à vos questions. C'est quoi? C'est qu'il y a des clivages qui sont très importants, mais pas les plus importants. Il y a des clivages, par exemple, entre droite-gauche. Il y a des clivages d'ordre ethnique ou communautaire entre séfarades, ashkénazes, éthiopiens, russes, compagnie. Il y a des clivages d'ordre religieux, pas religieux. Mais ce n'est pas les clivages les plus forts. Les clivages les plus forts, les différences les plus prégnantes, c'est entre générations. Entre les pères et les fils, les mères et les filles. Pas qu'on est en conflit, chas shalom, mais de génération en génération, les intérêts changent. La langue, le langage, la terminologie change. Les médiums qu'on utilise, l'Internet, le Twitter, l'Instagram, le TikTok, etc., Facebook, ils changent. L'appréhension du monde change complètement. Et là, ce que je voudrais dire, c'est que on est une espèce de passage à une autre génération. Notre génération, celle qui est, etc., là, quand je parle de génération, ce n'est pas 25 ans, mais c'est plutôt 40, 50, quelque chose comme ça. 40, 50 ans. C'est une génération qui a grandi dans, dans une société israélienne qui était divisée. Depuis 1973, c'est une société divisée entre droite et gauche, entre religieux et laïcs, entre pour et contre Oslo, entre pour et contre Gush Katif, etc., etc. On a grandi dans un paradigme binaire entre deux camps qui sont là en train de s'affronter. Et là, il me semble, arrive une génération qui a vu l'essentiel et qui se retrouve autour de personnes comme Eidan Hamedi, le chanteur et le héros grièvement blessé au combat, comme Harry Spitz, qui a perdu 2 jambes et une main au combat, et que Netanyahou et toute la Knesset et Trump ont salué pendant la visite de Donald Trump. Comme les frères Kalmanzon,
qui ont sauvé à une famille près de plus de 100 habitants du kibbutz Be'eri, des femmes telles que Iris Chaim, qui tout d'un coup elle n'a pas franchi les lignes, alors que c'était une personne laïque de gauche, elle a effacé les lignes entre les camps. Elisha Meidan, qui lui aussi perdu deux jambes, qui a été mortellement blessé au combat, le fils du rabbin Yaakov Meidan. Et toutes ces personnes qui sont légions, qui sont des milliers, et qui tous méritent le titre de héros avec un H majuscule. Et c'est une génération qui incarne l'idéal de réunification, qui incarne l'idéal de la reprise de l'offensive, de la lutte et de l'annihilation du mal absolu. Il n'y a plus de doute. Tous les narratifs postmodernes, relativistes, oui, mais chacun sa vérité, etc. Adieu à tous ces discours. Il n'y a pas deux discours possibles face au Hamas. Il n'y a pas deux discours possibles face au Hezbollah. Il y a le discours de la justice et de la force. Zéro. Et c'est, il me semble, la génération qu'on voit apparaître, et une génération qui n'a pas non plus peur d'une longue route. Elle n'a pas peur. On sait très bien, c'est-à-dire quand on est descendu en liesse dans les rues, tout le monde comprend très bien que c'est qu'un interlude. C'est juste un interlude, comprenez? Ça va reprendre. Mais on n'a pas peur. On n'a pas peur parce qu'on sait qu'on a le droit, la justice, et on a Dieu avec nous. Et on n'a pas honte de le dire. Et on le dit partout. C'est les grandes chaînes TV qui ont honte de ne pas suffisamment en parler. Yalla, je passe aux questions. Regarde. Toda Rabba, merci Eliezer. Il y a quelques réactions. Et Ouais. tu veux les questions à l'oral? Oui, peut-être d'abord les questions par écrit. Ok. Trop de morts, Nachon, bêtard, trop de morts. Mais qu'est-ce que disent les parents que vous venez voir à la Shiva? En tout cas, pour ceux que je venais voir, que je visitais, ils disaient tous plus ou moins la même chose. Que ce ne soit pas en vain. Que cela ne soit pas en vain. Et du moment que tu comprends que le but, le salut de l'État et du peuple d'Israël, et c'est un jeu qui en vaut les chandelles, alors c'est très très douloureux, mais l'idéal est aussi très 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 grand. Je continue. Mais de plus, en 2003, l'armée moins sûre dans l'esprit des champs. Oui, la question est quelle armée?
Oui, quelle armée et quelle partie de l'armée? Les généraux très haut placés, effectivement. Mais jusqu'au commandant des brigades, des khativot, des gdoudim, magadim, machatim, mefagdei ou gdot, c'est-à-dire des commandants de division de corps, là il y a confiance. Là il y a confiance et il y a confiance dans l'aspect populaire de l'armée. Là il y a pleine confiance. Dans les soldats qui savent tenir la barre même quand les généraux haut placés font défaut. Le 7 octobre, ils ont tué des juifs, pas que d'Israël. Oui, oui, bien sûr, c'est ce que j'ai dit. On a été attaqué en tant que juifs. Mais les jeunes Gozaouis ont le goût du sang. Maintenant, eh bien, c'est ça le truc, c'est qu'on n'a plus peur d'eux. On n'est plus défini par eux. On n'est plus, on ne réagit pas de ah, si vous n'avez pas peur, ça veut dire qu'on doit avoir peur. Si vous avez le goût du sang, ça veut dire qu'on doit se cacher. Non, au contraire. Si vous avez le goût du sang, vous avez le goûter, mais ça va être votre sang à vous. Oui, on passe aux questions orales. Ouais, moi je veux bien poser une question. Oui, je peux poser une question? Oui, je voulais dire, moi ce qui me fait peur, c'est la dépendance qu'on a des États-Unis aujourd'hui. Maintenant, ça fait peur parce qu'on est obligé de faire ce que les États-Unis veulent. Enfin, en tout cas, Netanyahou. Et ça, c'est très problématique. C'est vrai qu'ils nous ont aidés, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas leur enlever ça, mais il y a une limite. Daniel, je veux me permettre d'être plus optimiste que vous. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que depuis que Trump est arrivé au pouvoir, il a fait plus ou moins tout ce qu'on a demandé. Que ce soit lier les mains au Conseil de sécurité et à poser les vétos là où il faut, que ce soit nous livrer tous les armements qu'on a demandé, que ce soit bombarder Fordo en Iran avec les bombes que seuls les États-Unis avaient, et même là aussi avec cet accord, et effectivement, on n'a pas parlé des trucs qui étaient, comment dire, moins réjouissants, mais l'essentiel, c'était sous-signer au but défini par le gouvernement d'Israël comme condition sine qua non de l'arrêt des combats. C'est-à-dire la libération de tous les otages, le désarmement du Hamas, et sinon on reprend les combats, etc. etc. Netanyahou n'a pas dit qu'on allait annexer. Ça ne faisait pas partie des buts de guerre. Pour nous, on peut dire que c'est essentiel. Nahon, je suis d'accord. Vider Gaza de ses habitants arabes, Nahon. Repeupler Gaza de ses habitants ancestraux, à savoir juifs, Nahon. Mais ça ne faisait pas partie des buts de la guerre. Trump, il ne peut pas être plus à droite que Netanyahou. Il dit, écoute, Netanyahou, tu m'as donné ta feuille de route, je fais avec elle le meilleur de ce que je peux, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est des spécialistes qui le disent, etc. C'est des gens qui disent, écoutez, ce qu'a fait Trump, c'est prendre le papier que lui a soumis Ron Dermer et qui a été élaboré entre Netanyahou et Ron Dermer et sa coalition, avec Smotrich, avec Ben Gvir, etc., sous leur pression, sans accepter tout ce qu'ils exigeaient, et à juste titre, ils exigent, soumettre ça à Trump, et Trump a dit, OK, I'll do my best. Et c'est ce qu'il fait. Et maintenant, c'est-à-dire, nous, on a encore l'optique ancienne où on est, comment dire, on a les mains liées. Là, je ne suis pas sûr que ce soit Trump qui nous lie les mains. Je ne suis pas sûr. Vous comprenez? Peut-être que je me trompe. Mais je ne serais pas du tout étonné si Trump, encore une fois, sera fidèle à sa parole, comme il dit, écoutez, s'ils ne rendent pas les corps
des otages décédés. Et s'ils ne se désarment pas, eh bien, on va les désarmer, on va les détruire. Il le dit en tout cas 2 à 3 fois par semaine. Alors, il y a Choliot, bien entendu, il ne faut pas être dupe. Il ne faut pas croire que, c'est comme l'a dit encore une fois Chagai Segal, c'est un accord qui est Malé Shtuyot Kerimon. Malé Shtuyot Kerimon, qui est aussi plein de bêtises qu'une grenade. Pas effectivement avec la paix, etc., etc., etc. Mais là, ça a tous ces points de l'accord qui sont un peu utopiques. Ils ont toutes les chances de ne pas être réalisés parce que tout le monde réalise, à commencer par Trump, il n'y a qu'une seule armée au monde qui est capable de désarmer le Hamas. Et c'est l'armée où vos enfants et vos petits-enfants servent. Zéro. Je peux vous poser une question. Oui, Je voudrais savoir pourquoi n'a pas été soulevé le fait que la majorité des Gazaouis sont des gens que Nasser a déportés. Ce que vous dites, c'est que Gaza, il n'y a pas de population autochtone là-bas. D'accord ? Et je pense que l'un des points favorables de cet accord, c'est d'ouvrir les frontières. D'ouvrir les frontières, et là, on n'aura pas besoin de débattre de ce que vous dites, parce que les gens, naturellement, vont quitter parce qu'ils n'ont pas plus où vivre. Et qu'ils inondent l'Égypte, qu'ils reviennent en Égypte, qu'ils reviennent en Libye, en Syrie, en France ou ailleurs. Ouais. Rega, il y a d'autres questions dans le chat. Rega, il faut mentionner le fait que pour libérer ces otages, combien de soldats sont tombés et combien de pourris Hamas ont été libérés. Tout à fait. Tout à fait. Il y a l'autre aspect de la médaille. Mais là aussi, je voudrais émettre une voix optimiste. Si on allait d'après les tarifs de Gilad Shalit ou des échanges de Djibril Rajoub de 1885 ou 1884, eh bien, pour 20 soldats, on aurait dû libérer 20 000 terroristes. Maintenant, c'est vrai, on en aurait libéré 2000, avec 76 qui sont en Judée-Samarie et 2 qui sont à Jérusalem. Mais on les a libérés en épousant une toute autre position. On les a libérés d'une position de force qui va à l'offensive, je me permets de le dire. Quand on a libéré Shalit, on dit oui, il y a là, prenez vos terroristes, rendez-nous notre soldat et laissez-nous tranquilles. Et laissez-nous tranquilles, oubliez-nous ce possible, là, on va vous payer de l'argent du racket, véritablement mensuel, du Qatar, ailleurs, on va vous livrer gratis électricité, pétrole, essence, eau, tout ce que vous voulez, gaz. Laissez-nous tranquilles, Himalaya, les yeux fermés, je ne regarde pas ce qui se passe chez vous, comme le singe qui se ferme les yeux. Là, on les a libérés dans une toute autre optique. On nous a libérés, écoutez-nous bien, le premier faux pas, et on profite du fait qu'ils sont en liberté pour les liquider. On sait où ils se trouvent. On sait où ils se trouvent. Et on n'a pas honte, comme le Rav Eliyahu de Tzfat, de dire, vous les retrouvez, vous videz sur eux
deux marsagnottes. Comment on dit marsagnite? Deux magasins. Non, Deux magasins. C'est-à-dire, c'est eux qui sont maintenant ici. des rats qui fuient, qui fuient qui fuient le chat et qui ne sont pas en état maintenant de rebâtir leur organisation terroriste. Ils sont à la fuite. Pourquoi? Moi, je lui dis, est-ce que je sais? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils sont, etc. Non. Pourquoi alors, comment je sais? Parce que le peuple juif est à leur poursuite, l'Israël est à leur poursuite. Donc, naturellement, c'est eux qui sont maintenant dans une optique de réactive. Ah, s'ils nous poursuivent, ça veut dire qu'on doit se cacher. En prison, on était en sécurité. Maintenant, ils peuvent nous atteindre. Dernière question, la proposition de l'Indonésie de recueillir des Gazaouis. Oui, effectivement. Peut-être. Bezrat Hashem. La France. La France aussi, oui. La France, Bezrat Hashem. Chez Itmotetou, ça. Mitmotetim. Wow. Mitmotetim. Voilà, donc c'est ce que... Allô? Allô, allô. Merci. En tout cas, si on continue au niveau historique et si vous écoutez les cours du Rav Sher, qui est d'autres aussi pour voir des aspects, lorsque Trump il est venu à la Knesset, il faut voir ça, il faut voir le discours. Il faut voir le nombre de fois où le nom de Dieu a été, et des pères, etc., a été mentionné. C'est rare. La presse n'en parle pas. Mais ça, c'est un nouveau message qui passe. Trump ne vient pas ici comme un parrain d'un petit État. Il vient ici prendre des forces. Il vient ici prendre exemple. Il vient ici dans un État, le seul pratiquement dans le monde, qui sait tenir tête face à des ennemis d'une envergure très grande auxquels personne dans le monde jusque-là n'a osé tenir tête. Iran et compagnie. Et ça, les gens le respectent. Trump le respecte. Il aime ça. Il ne veut pas avoir des serpillères pour allier. Non, non, non. Il voit ça et waouh. Ça aussi, c'est un signe. Ken. De l'autre côté, il ne se gêne pas pour dire, bon, si Barghouti sera libéré, c'est moi qui déciderai, etc., etc. Il y a un ego tellement... Nahon. Et là, c'est notre rôle de dire, Donald, Oavim otra, Meod, Mechabdim otra, Toda Rabba. Barghouti, no, don't. Ça, c'est notre rôle de le dire. On peut le dire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, les musulmans vont en avoir marre des Palestiniens et les laisser tomber? Le moment est venu depuis très longtemps. Oui, mais là, ils ont été trop loin. Aux yeux de certains musulmans, ils ont été trop loin le 7 octobre. Bien sûr, bien sûr. Vous regardez derrière les coulisses, ce qu'ils vous disent de ces, comment dire, mamzerim, bâtards. C'est des sans-lieux pour eux, des apatrides. Et effectivement, mais il y a les masses populaires, etc., qui sont encore nourries par Al Jazeera, par les mythes ancestraux, etc. Mais sinon, oui. Mais c'est encore une fois, c'est à nous de prendre la barre et mener la barque. On doit être à l'offensive et pas dans le réactif.
dans l'initiative et pas dans la réaction. Et je pense que cette nouvelle génération, elle n'a pas peur. Elle sait ce qu'elle veut, elle prend l'initiative et elle mène la guerre et elle remporte et elle est triomphante. Et elle est pleine de foi. Mais je crois la nouvelle génération des soldats, mais pas de la manigoutte. Non, la manigoutte, elle n'a pas changé de conception. Alors, non, elle a changé. En partie, elle a, oui, changé de concept. C'est la manigoutte qu'elle a voté un non absolu à l'État palestinien. C'est elle qui, entre guillemets, Ken, c'est elle maintenant, l'opposition, qui demande de continuer à écraser le Hamas, etc. C'est-à-dire, on a changé. Pourquoi? Parce que notre manigoutte, elle fait, quoi qu'on en pense, elle fait des sondages. Elle voit où est le peuple. Elle ne veut pas être prise à contre-pied. Elle ne veut pas être de passer à côté. Non? C'est-à-dire, elle répondant maintenant, bien entendu, je pense que ça va prendre du temps, mais va monter une autre manigoutte. Mais ça prend un certain temps. Ça prend un certain temps. Yofi, Yofi, toda rabba. Toda. Torot tovot. Amen, amen. עד הניצחון. עדיין להתראות. המוחלט, המוחלט. מוחלט, בעזרת השם. והגאולה אמן, ההולכת בצעדי ענק. אמן, אמן. D'accord. Ah bah, Eliezer. Bonne à tous.